Bonjour et bienvenue dans le podcast Panajou. Moi, c'est Deftom, je suis photographe et aussi l'animateur de ce podcast. Et Panajou, c'est la plus ancienne boutique photo de France qui est située à Bordeaux. Et c'est aujourd'hui aussi une boutique de vente en ligne pour ceux qui n'habitent pas à Bordeaux pour acheter du matériel photo et vidéo. Pour ce nouvel épisode du podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Luthiot. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors Nicolas, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors, je suis Nicolas Luthiot, je suis photographe, grand reporter à l'équipe à Paris depuis 33 ans. 33 ans déjà. 33 ans, j'ai 62 ans et ça fait 33 ans que je travaille à l'équipe où je fais les quatre coins de la planète avec le journal pour les plus grands événements, les plus grands comme les petits d'ailleurs. Oui. T'es pas prêt de prendre sa retraite ? C'est un métier de passion. Oui. Donc, une fois qu'on raccroche, après, c'est un peu délicat. Oui, j'imagine, ouais. J'imagine pas arrêter, alors bon, je suis un peu plus jeune, évidemment, mais j'imagine pas arrêter la photographie, c'est compliqué. Justement, on va rentrer un petit peu plus en détail sur ton parcours. Quel est ton parcours et comment tu as commencé la photographie ? Alors, mon parcours, il est simple. Je suis allé jusqu'au bac. En 78, j'ai passé mon bac. Et puis après, honnêtement, je ne savais vraiment pas ce que j'allais faire. Donc, j'ai cumulé les petits boulots à droite à gauche. Et puis après, je suis parti à Saint-Barth rejoindre des potes qui faisaient la saison. Et à Saint-Barth, sur la plage, j'ai vu des photographes de mode. Et là, je me suis dit, c'est exceptionnel, je veux faire ce boulot-là, je veux être photographe. Et puis après, donc, je suis rentré en France. Et puis, j'ai rencontré des potes qui m'ont aidé, j'ai acheté un petit peu de matériel. Et puis, je suis passé très vite photographe du Conseil général de Jacques Valade à Bordeaux. Ah oui. J'ai remplacé un de mes amis. Et puis là, ça m'a vraiment permis de respirer, d'apprendre le métier de photographe. Et puis petit à petit, après, je suis allé au journal Le Sport, qui a duré 1 an, avec Jérôme Bureau comme directeur de la rédaction. Et du sport, j'ai été inspiré comme pigiste par les photographes de l'équipe qui m'ont vu bosser, qui ont vu mon travail. Et qui petit à petit, je suis rentré comme pigiste à l'équipe. En quelle année pour l'équipe ? C'était en 89. Je suis rentré comme pigiste en 89 et j'ai été titularisé en 94. Et en 92, j'ai fait mes premiers Jeux Olympiques à Barcelone. Ah oui, en tant que pigiste, ce qui était exceptionnel, parce que ça n'arrivait pas. D'accord. Alors, imagines-tu, moi j'avais 4 ans quand tu es rentré à l'équipe. Non, mais quand on est pigiste à l'équipe, c'est-à-dire qu'il vous appelle ou il vous appelle pas, quoi. Il vous appelle une fois et tiens, est-ce que tu peux nous dépanner sur telle mission ? Et effectivement, quand vous êtes pigiste à l'équipe, il faut jamais refuser une mission. C'est la base. Si vous refusez une mission, vous refusez une deuxième et la troisième, après, il vous appelle plus. Donc il faut se rendre tout le temps disponible. Tout le temps. D'accord, c'est parti. Donc tu étais à Paris à ce moment-là ? Non, j'ai toujours été à Bordeaux. Toujours à Bordeaux. Donc ils ont des reporters un peu partout du coup ? Non. Tout le staff était à Paris. Et puis après, il y a quelques pigistes permanents, comme il y en a à Lyon, il y en a à Marseille, il y a Lyon, Marseille, et puis voilà, c'est tout. Ouais, et après, il y a quelques pigistes sur Paris, évidemment. Oui. D'accord. Alors, en quoi ça consiste exactement pigiste ? Parce que là, tu parres de pigiste, et peut-être que certains photographes vont pas comprendre. Alors, pigiste, c'est-à-dire qu'on vous appelle et vous êtes payé à la journée. On vous appelle pour faire un travail et vous faites le travail. Vous êtes payé une journée de travail pour l'équipe. Donc, vous avez votre propre matériel. Vous allez bosser sur un stade de foot, de basket, n'importe quoi, un portrait. Et puis, vous envoyez les photos. Et puis vous êtes journalier, quoi. Vous êtes un journalier. D'accord, donc c'est plutôt précaire comme c'est sacrément précaire, mais ça veut dire que quand même, quand on rentre pigiste à l'équipe, on a toujours l'espoir d'un jour d'être titulaire, et puis après, une pige en amène une autre, si vous déconnez pas, et puis après, vous en faites 2, 3. Moi, il m'est arrivé, quand j'étais pigiste, entre 89 et 94, de faire quasiment entre 15 et 20 piges par mois, ce qui est colossal. Ah oui, c'est énorme. Ce qui est colossal. Ouais. Donc, on gagne très très bien notre vie, on commence à voyager pas mal. Et puis après, moi j'ai eu la chance d'être titularisé en 94 et je peux vous raconter une anecdote à ce niveau-là. Le jour de ma titularisation, on était avec un autre photographe, Bruno Fablet, et pour vous dire que dans le service photo, il n'y avait pas que des intellectuels à cette époque-là. D'accord. Et moi je sors du bureau de la direction de la rédaction plus de la direction du journal et je croise un photographe de l'équipe qui, très méchamment, me met le doigt sur la poitrine et il me dit « Toi, mon pote, les États-Unis, t'y mettras jamais les pieds. Les États-Unis, c'est à moi. »
Je venais de signer ma place de titulaire, alors que normalement on doit dire félicitations, c'est sympa, bienvenue au club, etc. Et non, je me suis fait pourrir par des mecs jaloux, haineux. C'était hallucinant. Enfin bon, voilà. Donc ça veut dire que la place de permanent est prisée. C'est quelque chose qui est compliqué à obtenir. Une place de permanent à l'équipe, c'est très très compliqué. D'accord. Déjà, il faut faire ses preuves pendant plusieurs années. Je ne dis pas pendant plusieurs semaines, c'est plusieurs années. Et en plus, il faut être accepté par le service photo. Je veux dire, le directeur du service photo, il va embaucher un mec, mais avant d'embaucher un mec, il va vraiment falloir que le mec soit, non seulement il soit prêt, il soit bon, et qu'il soit aussi accepté par l'ensemble du groupe. Parce que si le mec il est détesté par l'ensemble du groupe, jamais il sera photographe à l'équipe, jamais. C'est toujours le cas actuellement, ça marche toujours comme ça ? Non. Maintenant, c'est un service complètement apaisé, avec des gens vraiment super, des gens compétents, puis des gens charmants, des gens qui ont une certaine éducation et qui quand un mec est titularisé actuellement, tout le monde vient le voir, on fait un pot, on dit félicitations, on lui souhaite la bienvenue, on l'aide si on peut l'aider, parce que le mec, il a quand même été pigiste pendant 5 ans minimum, donc il connaît parfaitement le travail. Il est bon en tout, en transmission. C'est un mec qui sait réagir quand il y a une galère, qui s'affole pas. Voilà, donc... Tant mieux si ça a évolué dans ce... Non, ça a évolué dans le bon sens. Mais il y a eu une période entre 89 et 94 où il y avait des photographes à l'équipe. C'était vraiment très, très compliqué. D'accord. Très compliqué. C'était des mecs qui sortaient du labo, qui petit à petit ont gravi les échelons pour être photographes. Mais vraiment, c'était très compliqué, quoi. Ils supportaient pas la concurrence, ils étaient jaloux, haineux, et c'était une période très, très difficile. Ok, c'est particulier quand même. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas eu une différence aussi avec, je pose ça là, je ne sais pas exactement, tu vas me répondre, mais il y a eu une crise du papier, du journal, de la presse écrite, avec l'apparition d'Internet à peu près. Est-ce que ça a changé vraiment quelque chose là, sur cette question ? Sur notre façon de bosser ? Oui. Non. Et les mentalités non plus ? Les mentalités, non, parce que bien sûr, maintenant, quand on bosse, il faut être hyper réactif avec les réseaux sociaux, avec tout, avec tout ce qu'on produit. Donc maintenant, je dois dire qu'avec les moyens de transmission qu'on a, on transmet directement des boîtiers, on passe plus par l'ordinateur. On envoie 30 secondes après, même dès qu'on a une action, on l'envoie directement au journal et la photo est publiée sur les réseaux sociaux, elle est publiée sur le site de l'équipe, l'équipe.fr, etc. Donc, et puis après le numérique, ça a vraiment complètement bouleversé notre façon de bosser, parce qu'avant, il fallait développer les films. On va en parler justement. Il y a un gros chapitre sur l'argentique. Okay. On va en parler juste après. Non, mais juste pour revenir à ton parcours, en tout cas ton début de parcours, quel sport tu as couvert et est-ce que c'est vraiment tous les sports ou est-ce que tu as une des spécialités ? Alors, moi j'ai refusé de couvrir tous les sports. Je déteste le vélo. Donc je n'ai jamais fait le Tour de France. On me l'a proposé X fois, je n'ai jamais fait le Tour de France, que je ne supporte pas ce sport, je n'aime pas ce sport. Donc c'est quasiment le seul sport et si le Paris-Dakar aussi, les sports d'aventure, tout comme ça, c'est pas mon truc. D'accord. Donc il y a des mecs qui adorent ça au journal, autant qu'ils le fassent, que moi j'aille, que ce soit une corvée pour moi et que je bosse mal sur le truc. Donc il vaut mieux envoyer les mecs qui adorent ça. Il y a des mecs qui adorent l'aventure, qui adorent dormir sous l'aile d'un avion, le bruit des moteurs, tout ça. Moi, c'est pas mon truc. Et le vélo, c'est pas mon truc non plus, parce qu'il faut savoir que quand on monte l'Alpe d'Huez, on est derrière une moto. Pendant un mois, on est derrière une bécane, derrière un truc. Et quand on monte l'école, etc., les gens vous crachent dessus, vous envoient de la flotte, vous envoient de l'urine. Non, mais c'est sérieux, ce que je dis, c'est vrai. Donc moi, tout ça, c'est pas mon truc. Alors évidemment, attention, c'est pas uniquement que ça. Mais moi, ces trucs, je me sens pas bien. Et en plus, je me sens pas à l'aise derrière une moto. Donc, pour bosser derrière une moto, faut être faut être très à l'aise, quoi. On peut se retourner, il faut changer de boîtier, il faut tout faire, il faut envoyer les photos de la moto, du boîtier. On roule, on descend l'école à fond la caisse. Moi, j'ai peur, donc je veux pas faire ça. Tu l'as déjà fait quand même pour le savoir autant ? J'ai fait une course, j'ai fait un Paris-Tour. Et j'ai fait une course aussi dans les Pyrénées. Et j'ai dit, c'est pas pour moi. Ouais. Non, mais je comprends. C'est pas pour moi. Vu ce que tu me racontes, je comprends. Non, c'est pas pour moi. Du coup, c'est quoi tes sports favoris ? Mes sports favoris, c'est le tennis.
Ouais. À l'équipe, on fait tout. On fait les sports olympiques, les Jeux olympiques, la Formule 1. J'ai fait pas mal de Formule 1. J'ai fait beaucoup de tennis, et j'en fais encore d'ailleurs. Le foot, c'est notre tasse notre sport numéro 1. Donc tout le monde fait du foot à l'équipe. Et puis après le rugby, bien sûr, le judo, le basket. Enfin, on fait tous les sports, quoi. Voilà. Mais moi, ce que je préfère vraiment, j'adore aller sur les tournois de tennis. Et puis après, les grosses compétitions de foot comme la Ligue des Champions, la Coupe du Monde, les choses comme ça. Là, c'est fabuleux. D'accord. D'ailleurs, comment ça se passe pour photographier justement ce type d'événement sportif? C'est quoi les conditions et comment tu photographies les sportifs? Alors, sur le tennis, on cherche. Le tennis, c'est très très long. Donc, il faut bien connaître le sport et savoir, par exemple, que la fin du premier set peut être un peu tendue, le deuxième, c'est un peu plus calme, le troisième, ça monte un peu en pression, puis après, plus le match avance, plus ça monte en pression, mais je veux pas dire faut être tout le temps concentré, mais il faut être à l'affût de ce qui peut se passer, quoi. Un joueur qui tombe, un joueur qui hurle, un joueur qui casse sa raquette. Et puis sur le foot, c'est pareil. Sur le foot, il peut y avoir un déclenchement d'un tir qui peut amener un but. Et la première chose que vont nous demander les iconos, les mecs qui sont en réception d'images à Paris, c'est est-ce que tu as le but? La joie, ouais. Le but, et le carton rouge, un tacle assassin, des choses comme ça. C'est pour ça que sur un match, il faut être à l'affût tout le temps. T'es tout le temps en rafale d'ailleurs? Ouais. Ouais. J'imagine, il ne faut pas rater l'action, quoi. Non, et puis surtout, il m'arrivait d'arriver sur des matchs de foot un peu détendus, voire très détendus, et c'est pas bon. D'accord. C'est pas bon. Et surtout, pas se mettre à côté d'un pote, parce que là, c'est pire que tout. Donc, il faut être concentré. Il faut être concentré. Et sur une longue durée, parce que les matchs durent longtemps. C'est ça. Bon, après, il y a la mi-temps, il y a... Ça a vachement évolué notre travail parce que maintenant on appuie sur 2 boutons, la photo part directement du boîtier. Avant, à la mi-temps, on courait en salle de presse, on rentrait les disquettes, les cartes mémoire dans les ordinateurs, on faisait un choix de photos, il fallait les envoyer, tout ça, c'était un travail. On avait à peu près 10-15 minutes pour envoyer une dizaine de photos. Maintenant, on ne bouge pas de notre place, on est assis, on est peinard, on regarde la photo derrière l'écran, enfin sur l'écran de notre boîtier, on appuie sur un bouton, la photo, 3 secondes après, elle est à Paris. Quel que soit l'endroit dans le monde, New York, Pékin, l'Australie ou Los Angeles. Ouais, c'est pareil. Tu fais quand même toi-même ta sélection encore? Ah oui, bien sûr. Okay. Bien sûr. Alors moi, je fais une sélection très très large. Et puis après, à Paris, il faut bien évidemment, il faut une sélection pour le journal. Et puis après, je peux envoyer des photos pas très nettes, donc il les supprime ou des choses comme ça, quoi. Donc voilà. Alors j'avais une question peut-être toute bête, mais tu vas peut-être me répondre très rapidement. Je me demandais comment ça se passe avec le droit à l'image avec les sportifs. Est-ce que c'est acquis, il n'y a pas de souci ou Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci. C'est-à-dire que quand on est sur une compétition publique, on peut se servir on se sert comme on veut des sportifs, quoi. Il y a aucun droit à l'image. On n'a jamais eu une personne sur un match de foot qui nous a attaqué parce qu'on s'est servi de sa photo dans le journal ou dans un magazine parce que le mec est en train de tirer un penalty. Non. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Aucun. Ok, parfait. Est-ce que tu as une anecdote justement avec un événement sportif qui te revient J'en ai. Je me doute. Sur le tennis, je peux en raconter une. Je ne suis pas très fier, bon, ça nous a bien fait rire. Il y a un joueur de tennis français qui s'appelle Tsonga, qui déteste les photographes. Mais il les déteste. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a envoyé des rafales sur son service, il nous insultait en permanence. Il nous insultait parce qu'il a arrêté sa carrière. Donc nous on en avait vraiment ras-le-bol de se faire insulter par ce mec-là. Et un jour à Wimbledon, on était une trentaine de photographes et puis les mecs du Sun, tous les tabloïds en avaient marre de se faire insulter. Donc dès que Tsonga lâchait la balle, ils envoyaient des grandes rafales, ce qui rendait Tsonga complètement fou. Et à Wimbledon aussi, on peut bosser en hauteur. On est dans le noir total. Donc avec 2 autres photographes français, on était donc en hauteur au 400 mm, on était au 402.8. On était juste au-dessus de Tsonga, et dès que Tsonga lâchait la balle pour servir, on envoyait des grosses rafales dans un silence de mort sur le central. Donc Tsonga, il levait la tête, il cherchait partout d'où venaient ces rafales. Et nous, on était planqués, il ne pouvait pas nous voir, et nous, on était morts de rire. On était morts de rire. D'accord, en même temps, une petite vengeance. Parce qu'il ouais, une petite vengeance, il nous insultait. Non. De toute façon... Ce joueur avait toujours un prétexte pour quand il perdait un point, c'est soit son polo, soit sa raquette, soit les photographes, principalement les photographes. D'accord. J'ai détesté photographier ce joueur.
Alors justement, j'en profite pour faire une petite transition. Je voulais en parler, évidemment parler de matériel, avec quoi tu travailles actuellement. Et justement, là, j'allais juste rebondir en disant, aujourd'hui, ils sont silencieux les appareils avec les hybrides. Oui. Donc il n'y a plus de problème de ce genre-là. Mais aujourd'hui, bien sûr, mais depuis seulement quelques mois. Avant, quand vous sur un cours de tennis où vous avez 50 photographes qui déclenchent en même temps sur des boîtiers qui font énormément de bruit, mais ça fait un raffut mais incroyable. Ouais, j'imagine. Et le seul joueur à se plaindre de ce bruit des boîtiers sur le cours de tennis, c'était Tsonga. Il n'a pas, je ne pourrais pas en citer un deuxième. Toutes les stars, Federer, Nadal, Djoko, jamais j'ai entendu un photographe se plaindre avec le bruit des boîtiers. Et il y avait des spécialistes du bruit, c'est-à-dire les Japonais, les photographes japonais. Ils font des séquences ultra rapides parce qu'ils détaillent le geste d'un joueur avec leur boîtier. Donc ils appuient tout le temps. C'est un enfer. Oh, faut avoir une carte illimitée là. Ils ont des dizaines de cartes. Oh, Ils appuient tout le temps, les mecs. C'est comme s'ils faisaient de la vidéo, sauf que c'est de la photo. Eh ben dis donc. C'est margeant. C'est particulier, ouais. Alors justement, tu travailles avec quel boîtier toi aujourd'hui ? Alors moi, aujourd'hui, j'ai des boîtiers les plus aboutis de la Terre. C'est-à-dire c'est des Canon, les R3. Très récent. Très récents, qui sont... ce sont des boîtiers absolument incroyables. C'est le must. Honnêtement, je peux pas. C'est le must. C'est la Rolls. C'est la Rolls des boîtiers. On peut tout faire. C'est incroyable. Ouais, Ils sont d'une rapidité incroyable. Le focus est incroyable. Les transmissions sont parfaites. C'est un boîtier. Faut rentrer dedans un peu dans les menus pour faire les bons réglages. Mais bon, une fois qu'on maîtrise un peu la bête, c'est exceptionnel. T'as toujours été chez Canon ? Oui. Ouais, d'accord. J'ai fait un bref passage chez Nikon, mais ça m'a pas convenu, donc je suis repassé chez Canon. C'est quoi la différence qui te plaisait pas entre les deux ? À l'époque, quand je suis passé en Nikon, je trouvais qu'il y avait beaucoup de bruit, c'est en basse lumière, et ça me plaisait pas du tout. Je trouve que Canon est meilleur. D'accord. Bon, ça n'engage que moi, évidemment. De toute façon, on a tous nos marques Bien de sûr, prédilection. Bien sûr. Et quelle est ta focale de prédilection justement quand tu travailles J'ai toutes les focales déjà. Mais mes focales de prédilection en sport, c'est le 200-400 qui ouvre à 4, qui est une merveille. Canon, bien sûr. Et puis après, moi j'aime bien bosser sur du foot. Je me sers quasiment plus de mon 70-200. Je me sers plutôt du 24-105, qui est plus polyvalent pour faire les photos d'équipe. Quand un joueur de foot vient nous faire une joie de juste devant nous, je passe au 24-105, c'est parfait, on est bien. Et puis après, quand il part du but pour aller au point de corner, aller faire sa joie, nous en général, on est au point de corner, on est au 200-400, donc on ne loupe rien. T'as plusieurs boîtiers du coup ? Oui. Pour pas perdre de temps à changer l'optique. Ouais. Okay. C'est-à-dire que j'ai un boîtier en télécommande dans les buts. J'ai 2 boîtiers à côté de moi et puis je peux avoir un boîtier en secours au cas où j'en ai. J'aime bien bosser avec 4 boîtiers. C'est sacré matos. Oui, mais bon. Ah oui, non, il faut ce qu'il faut. Non, mais quand vous partez sur une compétition qui est longue, qui dure 15 jours, 3 semaines, Jeux Olympiques, Coupe du Monde de foot, où vous êtes obligé d'avoir du matos. Même s'il y a une assistance pour les pros Canon sur les gros événements, sur le tennis, sur la F1, sur le foot. C'est-à-dire qu'on arrive, on a un pet avec un boîtier, une optique, il y a un stand Canon, c'est comme la F1 quand on change de pneu, quoi. On file le boîtier, il nous en donne un autre. Ouais, tant mieux. et ça n'a pas de prix. Ouais, évidemment. Ça, c'est génial. Sur les gros événements, on arrive le matin. Roland Garros, par exemple, l'assistance Canon, on arrive. J'ai besoin d'un 85 à 1.2. J'ai besoin de mon boîtier est sale. Il faut nettoyer les capteurs. Mon boîtier marche pas bien. Il fait un drôle de bruit. On pose les boîtiers, on les récupère dans la journée, quoi. Parfait. Bah oui. Le service client parfait. Ouais, service client parfait. Ok. On va parler encore de matos, mais on va faire du rétropédalage dans le passé. On va d'abord parler de la transition entre les réflexes et les hybrides. J'imagine que ça a changé le métier quand même. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette transition ? Alors sur les boîtiers réflexes, c'est-à-dire que moi j'étais sacrément perturbé pendant plusieurs semaines passant d'un boîtier réflexe à un boîtier hybride. Parce que quand on regarde dans le boîtier, on ne voit pas du tout les mêmes choses. Honnêtement, j'ai eu un petit peu de mal. Alors, j'ai des collègues à moi qui sont bien plus jeunes que moi, qui s'adaptent, qui sont des geeks, qui s'adaptent directement avec les boîtiers hybrides. Mais moi, ça a été un peu plus compliqué. Mais bon, maintenant j'ai trouvé mes réflexes.
Et Sans mauvais jeu de mots. ouais, c'est ça, sans mauvais jeu de mots, j'ai trouvé les bons réflexes, j'ai trouvé j'ai trouvé mes marques, quoi. C'est-à-dire que sur le boîtier réflexe, sur les boîtiers que j'avais avant, c'est-à-dire que je pouvais tout faire sans regarder le boîtier. Je savais où étaient les boutons, les manips, etc. Donc c'était devenu un automatisme. Sur les boîtiers hybrides, il a fallu que les boutons sont, pour cropper dans l'image, tout ça, les boutons ne sont pas forcément au même endroit. Donc il a fallu que je réapprenne à avoir ces réflexes-là. Et là, ça fait quelques mois que j'ai ces boîtiers hybrides, ces R3, et je commence seulement à plus me poser la question où aller avec mes doigts pour pouvoir trouver le bon chemin. Pour envoyer une photo. Ouais. Et tu travailles l'œil dans le viseur ou tu travailles avec l'écran ? Écran. Écran, d'accord. Attention, je fais les photos œil dans le viseur, mais après, pour le choix des photos, des images, évidemment, je regarde sur l'écran. Oh, d'accord, ok. Donc tu travailles avec l'œil dans le viseur. Ah oui, je travaille l'œil dans le viseur, bien sûr. Mais je te demande ça parce que justement, là, c'est là où il y a eu une des plus grandes différences entre les réflexes et l'hybride. Ça t'a pas perturbé, ça, le fait d'avoir un viseur électronique ? Si, bien sûr. Bien sûr que c'est perturbant, mais grosso modo, on s'y fait. Et puis, de toute façon, on est obligé de s'y faire parce que moi, quand j'ai eu ces boîtiers, il a bien fallu que je m'y fasse. Oui. Donc, on s'entraîne, on regarde. Oui, c'est assez perturbant. Oui, mais bon. T'es quand même content de la transition ? Ah oui, mais c'est incontournable. Je veux dire, c'est incontournable. Et pour en revenir sur le tennis, sur les tournois de tennis, les tournois du Grand Chelem maintenant, pour être accrédité sur les tournoi du Grand Chelem, il va falloir avoir des boîtiers silencieux, des hybrides silencieux. Ils ne veulent plus entendre le déclenchement des photographes. Donc uniquement les photographes ayant des boîtiers hybrides, style R3, Z9 ou autres, Sony, seront accrédités. Tous les photographes ancienne génération avec des boîtiers mécaniques qui font un bruit d'enfer ne seront pas accrédités. Dur ça quand même. Ah oui. Parce que j'imagine qu'il y a encore des gens qui veulent travailler toujours avec le réflexe. Bien sûr. Ben là c'est... Ouais. Et c'est Wimbledon qui a lancé la mode et puis maintenant tout le monde va suivre. D'accord. Bon, c'est radical. Après je comprends, mais du coup c'est radical. C'est ça. Ok, d'accord. Et alors on va rétro-pédaler encore un petit peu dans le passé et parler de l'argentique. Comment ça se passait le métier à l'époque de l'argentique et est-ce que tu peux nous parler de la transition avec les réflexes, les premiers numériques ? Redoutable. Moi, le premier numérique que j'ai eu, c'était pour la Coupe du Monde 98. Ah oui. C'était des boîtiers Kodak qui pesaient 1 tonne et qui faisaient des photos en carré. Ah oui. Et d'une qualité mais absolument pourrie, inexploitable. Et donc, pour en revenir à ta question, au début, on bossait donc avec des tonnes de pellicules, des films. Et puis, bien sûr, on développait les films. Pour les événements un peu chauds, comme Ligue des Champions, les finales machin, il y avait un laborantin qui venait avec nous et qui installait un labo dans les toilettes ou dans le service de presse. Et puis il y a ce qui s'appelle les runners, des jeunes en général. Ils venaient récupérer les films sur le terrain pendant les matchs. Ils couraient les filets au laborantin qui développait, qui mettait sur une machine. Et puis qui mettait sur une machine, plus comment ça s'appelait cette machine, et puis un belin, un espèce de belin, et envoyait la photo comme ça. Il faisait un tirage et envoyait la photo. Ah mais ça déconnait zéro là. Ah non, mais c'était un truc de fou. Et moi j'ai fait bien sûr plein de grands chelems avec du film, et donc le grand chelem que je faisais à New York, à l'US Open, à 17h je quittais le stade. J'avais une voiture de location, j'allais à Kennedy Airport avec mon sac, je filais mon sac de film à Air France, au fret. Mes films prenaient l'avion de 23h hors local, ils arrivaient à 6h du mat à Paris, et il y avait un motard du journal qui récupérait les films au fret d'Air France, qui les amenait au journal. Tous les jours je faisais ça. Waouh. Tous les jours. Et je perdais 1 heure et demie avec les embouteillages pour aller à Kennedy. Donc j'imagine là ça a bien changé ton métier quand même. Ah, mais là c'est fabuleux. Là on est assis, on peut fumer une clope, on appuie sur le bouton et la photo elle part. C'est magique. Et puis il n'y a plus besoin que de toi. Bah Parce oui. que là tu me parlais d'un laborantin, d'un runner, c'était quand même pas les mêmes coûts d'emploi. Non. Et puis quand on emmenait un laborantin, il fallait qu'il installe le truc. Et puis il y a eu des drames. Il y a eu des drames avec les laborantins. Moi je me souviens d'un mec de Reuters. En salle de presse, c'était aux Jeux Olympiques, sur une file à 200 mètres, il a développé ses films, et puis il avait une espèce de poche en plastique où tous ses films séchaient, puis il y a le ventilateur, ça a merdé, tous les films se sont collés les uns sur les autres. Oh là là. Donc tous les films de la finale du 100 mètres étaient morts.
parce qu'ils étaient collés les uns aux autres. C'était un drame total. Ah bah oui, là j'imagine bien. Ah ben oui. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus ces gens? Enfin, qu'est-ce qu'ils sont devenus, ça? J'imagine pas forcément la réponse, mais je veux dire, comment ils ont vécu l'arrivée du numérique en voyant que leur métier allait disparaître? Déjà, les laborantins, c'était le syndicat du livre. Ils ont été replacés dans différents postes. Je ne sais pas trop ce qu'ils sont devenus, à vrai dire, parce que petit à petit, on est passé complètement numérique. On n'avait plus raison d'acheter des films, puis le labo de l'équipe a été supprimé complètement. Et puis après, on a embauché des iconos qui travaillaient directement sur ils recevaient les photos sur ordinateur. Et puis maintenant, il y a une vingtaine ou une trentaine de personnes au journal qui bossent sur les images des photographes de l'équipe. Tous les jours, ils font que ça. Ils reçoivent des photos, ils les identifient, ils mettent des noms, ils les légendent, etc. Et voilà, quoi. Avant, c'était les laborantins qui faisaient ça, les iconos. Et puis maintenant, il n'y a plus que les iconos parce que les photos arrivent directement sur un ordinateur. Oui, d'accord. Ouais, sacré changement. Et toi, comment tu l'as vécu, du coup, le changement entre argentique et numérique? Alors moi, je trouvais ça génial. Dès le début, même avec Kodak? Mais Kodak, c'était une catastrophe. Les boîtiers faisaient 30 cm de haut, ils pesaient une tonne. Et je me souviens avoir fait la finale de la Coupe du Monde en 98 au Stade de France avec 2 boîtiers Kodak. Mais quand on regarde les photos aujourd'hui, mais c'est totalement inexploitable, tellement c'est pourri. Il aurait mieux valu bosser en film, avec des films en 800, 1600, que de bosser avec ces boîtiers numériques. C'était les premiers boîtiers numériques, mais c'était une catastrophe. Et après, t'es passé à quoi? Ça a été quoi le boîtier? Canon. Ouais. Il me semble que c'est Canon. Hein. Ouais. C'est arrivé dans quelle année à peu près? Parce que Kodak, tu m'as dit que c'était pour 98. 98. Et après, ça a été... Parce que là tu me parles de 98 pour la Coupe du Monde de foot, c'est ça? Oui, mais on avait déjà des boîtiers Kodak l'année de 98. Enfin, 97-98, on avait ces boîtiers Kodak numériques. Et après, ça a évolué. On a eu des boîtiers... je me souviens plus quelle série on avait en boîtier numérique. Mais après, on a complètement évolué vers le numérique. Et est-ce qu'il y avait un mélange, dans un premier temps, numérique, argentique? Absolument. La transition n'avait pas été brève? Non. On a vachement testé ces boîtiers Kodak, ces boîtiers numériques. Et puis, on a tout de suite vu que ça allait évoluer à une vitesse incroyable. Et ça a évolué à une vitesse incroyable. Et maintenant, avec les R3 que j'ai actuellement, on est arrivé à un boîtier. C'est comme si on bossait en film, en lumière du jour. C'est comme si on bossait en Velvia, en 100 ASA. Les boîtiers sont tellement performants, la colorimétrie est parfaite. Non, ce sont des boîtiers vraiment aboutis, quoi. Il y a plus personne, je connais, en actu, en news, en sport, je ne connais pas de photographe qui viendra en arrière pour bosser en Velvia ou en film. Il y a une perte de temps incroyable. Oui. D'ailleurs, je suis surpris quand je vais chez Panajou de voir autant de gens qui achètent encore du film. J'en fais beaucoup, moi, d'argent. Ben oui, c'est incroyable. Le plaisir n'est pas pareil, mais non, mais je sais bien. Et évidemment que là, pour le métier que tu fais, il n'y a aucune comparaison possible. AFP, Reuters, AP, l'équipe, les agences, c'est la course en permanence. Ouais. On est obligé d'envoyer très vite. C'est l'actu. Les gens qui bossent en film, chez eux, ils développent tranquille, ils mettent sous l'agrandisseur, ils font leur truc, ils ont le temps. Mais nous, on n'a pas le temps. J'imagine. Nous, on a un bouclage. À minuit, le canard, il faut qu'il soit en boîte. Il faut que ça parte. Et la Ligue des Champions, le match commence à 21h. À 23h, le match est terminé. On a 1 heure pour envoyer des photos. Bon, maintenant, on le fait au fur et à mesure du match. Mais avant, en film, on avait 1 heure. On envoyait à la mi-temps, bien sûr. Mais à la fin du match, c'était la course. Mais la course, on perdait 2-3 kilos tellement... Moi, je ne pouvais pas dormir avant 3-4 heures du mat, tellement j'étais stressé après un match de foot. Ah oui, là, c'est chaud quand même. Ah bah oui, bien sûr. On ne parle pas du même métier presque. Hein, non. Et maintenant, ça a complètement changé notre vie, parce que maintenant, on bosse du boîtier. C'est-à-dire que je sois au fin fond de la Dordogne, que je sois à New York, ou que je sois à l'Aide Tourny chez Panajou, avec mon boîtier, j'envoie une photo. Dans la seconde, j'envoie une photo. Il suffit d'avoir un galet, une bonne connexion Internet. Mon boîtier se connecte avec la connexion, avec le réseau, et j'envoie la photo, quel que soit l'endroit. Ah, c'est prodigieux. C'est prodigieux.
quand on y pense là, la techno, elle est, Ah non, mais c'est c'est incroyable. une dinguerie. Ah, c'est une dinguerie. Ouais. C'est un truc de fou. Et alors, juste parce que j'avais une autre question, et, tu l'as un petit peu évoqué, il me semble, mais tu utilisais quoi comme pellicule à l'époque? Nous, on était en sport, en diurne, on était Kodak, Velvia sans ASA. Ok. Et après, en film, on prenait. Non, pardon, je dis une bêtise. En film, on était Fuji, la Velvia, et c'est ce que j'ai dit, non? Velvia, t'as dit Kodak, Velvia. Non, oui, on était en Fuji 100, Fuji 100. Et après, quand on passait en film, on passait en Kodak. En film, en Kodak. Enfin, en film. Merde, comment c'était quoi Moyen l'expression format? déjà? Non. Non. T'étais en 35 mm tout le temps. Oui, bien sûr. On passait en film. Le film, on était en diapo. Les diapos. Ah, d'accord, oui, ok. En diapo. Oui, oui. Quand on passait en film normal, on était Oui. en Kodak. Et quand on passait en diapo, on était en Fuji. D'accord, ok. Pardon, excusez-moi. Oui, pas de souci. J'avais pas je me rappelais plus du nom. Ok, très bien. Ben, t'es hyper intéressant. Moi, ça m'intéressait justement parce que alors aujourd'hui, je fais évidemment du numérique, mais je fais aussi beaucoup d'argentique. Je trouve qu'on a un plaisir avec l'argentique qui est quand même différent dans la pratique, à la prise de vue, notamment en ce qui me concerne. Donc moi, quand j'ai l'occasion de rencontrer des photographes comme toi, qui ont connu cette période de transition, je trouve ça extrêmement intéressant de partager cette transition, parce que la plupart des jeunes qui se mettent à la photographie aujourd'hui, ils ont déjà directement des hybrides dans les mains, et c'était pas du tout le même métier quand même, hein. Donc c'est intéressant de le transmettre, je trouve. Oui, mais moi, chaque fois que je vais chez Padajou, je suis surpris de voir le nombre de gens qui achètent du film. Alors que pourtant, ça a augmenté, les prix sont oui. faramineux, les prix des boîtiers aussi en occasion, c'est une dinguerie, hein. Alors ça veut dire que les gens, ils font développer leurs films, ils ont des planches contact, ils regardent les photos, ils ont des agrandisseurs, ils font des tirages. Alors que c'est tellement simple maintenant de bosser sur un ordinateur avec Lightroom, Photoshop, etc. C'est vrai. Ouais. Donc le métier a vraiment changé. Mais pour nous, c'est un pur bonheur, quoi. Oui, ben là, j'imagine. Ah ouais, pour nous, c'est un pur bonheur. C'est vraiment. Et d'ailleurs, je suis toujours surpris de voir des gens même sur les terrains. Il y a sur des grosses compètes. Après, on les appelle les artistes. Il y a des gens qui débarquent, qui sont encore en film. Ils font des trucs un peu décalés. Ils font des expos, donc ils n'ont pas besoin de bosser en numérique. Ils font des trucs différents, quoi. Mais bon, il y a encore des gens qui bossent encore en film sur des événements sportifs. Ils sont très très rares, mais bon. D'accord. Le seul problème de tous ces boîtiers, tout ce matériel, c'est que ça coûte excessivement cher. Oui. Et pour les indépendants, c'est très compliqué de passer d'une marque à une autre, de passer sur les boîtiers hybrides, les R3 qui coûtent un certain prix, d'acheter les optiques qui vont bien. Moi, j'ai la chance d'être salarié à l'équipe, donc je veux dire, tous les ans, c'est le Père Noël. Quand on dit notre chef de service, il nous envoie un mail, qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est très très pratique. Donc, moi, j'aime bien recevoir son mail. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, moi, j'ai besoin d'un 70-200, j'ai besoin d'un 85, j'ai besoin d'un boîtier, j'ai besoin mon 402.8 ou mon 200-400 est un peu abîmé, ce serait bien qu'on me le change. T'es à jour à chaque fois. Ah oui, bien sûr. Ça, c'est vraiment très pratique. Ah bah oui, c'est très pratique, bien sûr. Et puis je vous dis, le service Pro Canon est tellement performant qu'on envoie un boîtier le lundi, le jeudi, il est de retour réparé. Ouais. Pour les pros, hein, attention. Oui, bien sûr. Donc ça c'est... Honnêtement, pour les pros, c'est fabuleux. Bosser en Canon pour des pros, je connais pas les autres marques, donc je m'avancerai pas. Moi, je vous parle de ce que je connais. Un service pro hyper performant, des gens qu'on côtoie régulièrement sur le terrain, super sympa, arrangeant, performant, donc tout va bien, quoi. Il n'y a rien à dire. Très bien. Pour parler encore un petit peu de ce que tu fais, est-ce que tu fais de la photographie annexe? Alors, quand je dis annexe, est-ce que tu fais d'autres types de photos en dehors de ce que tu fais pour l'équipe? Qu'est-ce que tu fais? Alors, le problème, c'est que quand je pars, je ne prends pas de boîtier. C'est-à-dire que je prends mon téléphone portable et puis, parce que les boîtiers, c'est un peu... Déjà, les boîtiers appartiennent au journal. Donc, je ne veux pas prendre le risque d'emmener un boîtier à l'autre bout du monde et puis de me le faire voler, le casser, un truc comme ça. Je serais gêné de leur dire
Ouais, j'étais en Indonésie et j'ai cassé un boîtier. Voilà, et on me dit, mais qu'est-ce que tu foutais en Indonésie avec un boîtier qui appartient au journal? Ouais, d'accord. Donc, je préfère partir avec mon propre matériel, donc téléphone portable ou un petit boîtier, tranquille avec un 24-70 ou une petite optique comme ça, très léger. Pour du paysage, du coup. Du paysage, oui, du paysage, oui. Intéressant quand même que tu évoques le smartphone. Ah, mais j'adore bosser avec mon smartphone. D'accord. Pourquoi? Parce que je trouve que la qualité est incroyable. La qualité est incroyable. Les smartphones, le dernier, le 14, je crois que les photos elles font 48 millions de pixels. Oui, autant? Oui, le dernier sur le 14. Ah, je me suis pas renseigné. Non, mais c'est un truc de fou. À la limite, s'il se passe un truc dans la rue ou si moi je fais des photos avec le smartphone, je les envoie au journal, on verra pas vraiment la différence. Enfin, je parle pas d'action, hein. Je parle d'un fait divers, d'un truc. Si je croise par exemple Tiger Woods aller de Tourny, je fais une photo et on verra pas que la photo n'a pas été faite avec un R3, quoi. Ouais. Donc non, c'est pratique. Le téléphone dans la poche, on fait de très bonnes photos et moi je trouve ça bien d'être léger parce que quand on se déplace sur des événements, là je pars à la Coupe du Monde là, le 17 novembre, on emmène énormément de matériel, donc c'est lourd, on a mal au dos. Même si on a des valises à roulettes, tout ça, c'est très compliqué. On emmène tellement de matos que quand je pars en vacances, je pars léger. J'aime bien partir léger. J'aime pas être tributaire d'un 200-400, d'un 402.8, d'un 600, d'un truc. Il faut un monopode, il faut... non, l'iPhone, boum. Ok, on fait la photo, terminé. C'est extrêmement intéressant parce qu'il y en a qui n'ont pas le même discours, justement. Donc c'est quand même assez intéressant. Mais alors j'en vois souvent, des photographes de sport, des photographes d'actu, ils partent avec, quand ils partent en vacances, ils partent avec un 35 mm avec un petit Leica, un boîtier numérique, c'est parfait, c'est génial. Moi je dis bravo, c'est top. Mais moi je préfère partir avec mon téléphone, sans rien. Je fais des photos. Hein. Ah, j'en doute pas. Je fais des photos. Mais je vous dis, même si les marques ont énormément progressé sur le poids des boîtiers, le poids des optiques, etc., c'est quand même lourd. Et on morfle au niveau du dos, au niveau des épaules, au niveau des tendinites au coude, etc., quoi. Donc moi, je préfère, quand je pars en voyage, je pars léger. Oui, alors là, pas plus léger que le smartphone. On ne peut pas faire plus léger. Là. Ça, c'est sûr. C'est ça. Pour retourner sur le sport très rapidement, parce que j'avais oublié cette question, est-ce que tu fais tout le temps de l'action sportive ou est-ce que tu fais aussi des portraits de sportifs? Non. On fait énormément de portraits. On a énormément de rendez-vous. Il y a plusieurs rubriques dans le journal, notamment une qui s'appelle Parole d'ex, où on fait parler les ex-sportifs de haut niveau. Donc c'est toujours des rendez-vous, donc on fait beaucoup de studios, de rendez-vous, donc ça veut dire amener des éclairages, soit un fond, soit parfois on part avec un assistant, parce que quand on part faire un joueur comme Zidane, Benzema, Federer ou Nadal, on part pas sur le même, on part pas pareil que si on allait faire un second couteau du sport. Un second couteau du sport, on part éventuellement avec un flash sabot et on fait les photos. Là, quand on a des rendez-vous avec des joueurs des sportifs de ce calibre-là, on emmène ce qu'il faut. Qu'on essaie de faire un truc ultra chiadé, ultra propre. D'accord. Donc ça veut dire éclairage, fond, éventuellement assistant et tout le truc, quoi. Et parfois, on loue des studios à l'étranger. Moi, j'ai fait un shooting une fois à Los Angeles sur un tournoi de tennis. Et on avait loué tout un studio et je suis arrivé. J'ai demandé ce que je voulais et j'avais deux assistants qui m'ont pris les boîtiers, qui m'ont réglé les boîtiers, qui m'ont dit 125e 5-6 et voilà, basta. J'étais assis, ils me filaient le boîtier, je leur donnais le boîtier, ils me redonnaient le boîtier, etc., quoi. D'accord, ça c'est exceptionnel ça. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, très bien. Et une autre question aussi par rapport à ton métier. Tout à l'heure, tu me disais que par exemple le matériel appartient au journal L'Équipe. Est-ce que la photo, tu es toujours l'ayant droit ou est-ce que c'est eux les ayants droit? Alors ça, c'est une excellente question, mais c'est très compliqué. C'est-à-dire que
je ne sais pas comment vraiment expliquer ça. L'équipe est propriétaire du support et nous, on est propriétaire de nos droits, de l'image. Droit intellectuel. Droit intellectuel. D'accord. Donc, en fin de carrière, soit le photographe il négocie un abandon total de ses droits, moyennant finance. Mais nous, au journal, on a trouvé un système. On a signé un avenant à notre contrat de travail, comme quoi c'est un calcul, un pourcentage par rapport à nos années passées, nombre de, etc., etc. Et vu qu'on a une agence à l'équipe qui s'appelle Presse Sport qui revend les photos partout dans le monde, on est obligé, on doit retoucher sur les ventes. Donc il y a un pot commun de tous les photographes et on touche exactement la même chose sur tout. Ce qui fait qu'il n'y a pas... Si le mec fait une Coupe du Monde de foot et l'autre il va faire Brive-la-Gaillarde contre Montauban, le mec qui fait Brive-Montauban, il va toucher autant d'argent que le mec qui a fait la Coupe du Monde de foot. Il n'y a pas de jalousie possible. C'est collectif comme donc, système. Parmi les titulaires, on gagne quasiment exactement la même chose. D'accord. Ce qui évite les tensions entre photographes, parce qu'il y a des mecs qui font plus de gros événements que d'autres. Même si à l'arrivée, ça s'équilibre sur une année. Mais donc ça évite les tensions, les jalousies, les choses comme ça. Ok, non, c'est plutôt intelligent comme système. Ouais. Et par exemple, c'est une question qui suit même la question précédente, mais si jamais tu veux faire une exposition de ton travail, c'est une exposition du coup commune entre toi et le journal de l'équipe, ou c'est plus compliqué? Si je fais une expo, il n'y a pas de souci. Il faut que je demande l'autorisation au directeur de la rédaction de faire une expo. Il va me poser 2-3 questions. Pourquoi, comment Je crois qu'il n'y a jamais eu de refus. Je vois pas pourquoi on refuserait qu'on expose notre travail. D'accord, oui, mais comme c'est particulier, c'est vrai que... Non, mais de toute façon, à partir du moment où on est salarié d'un groupe, on peut pas faire tout et n'importe quoi. On est salarié d'une boîte, on se plie aux exigences de la boîte, sinon on s'en va. Bien sûr, non, mais un salarié... Les journalistes qui font des bouquins à l'équipe, ils demandent l'autorisation. Nous, les photographes, si on veut faire un truc en dehors du quotidien, on demande l'autorisation. Et puis si c'est refusé, on ne le fait pas. Et si c'est accepté, on le fait. C'est aussi simple que ça. D'accord, ok. Mais bon, c'est quand même particulier puisque le droit d'auteur en France est quand même sacrément protégé. Ouais. Et c'est vrai que les photographes ont beaucoup de droits pour eux sur le droit d'auteur. Donc c'est vrai que là, c'est quand même particulier. C'est une galère sans nom. Quand on assigne son employeur, quand on assigne une société, parce que pour le droit à l'image, c'est un procès qui peut durer des années. Et à l'arrivée, vous allez toucher peanuts et beaucoup en frais d'avocat. Et puis à l'arrivée, vous ne touchez pas grand-chose, quoi. Donc, à mon avis, il vaut mieux un bon arrangement, même si c'est un peu bancal, prendre un peu d'argent, plutôt que de se lancer dans un procès qui risque de vous amener rien, quoi. Bon, de toute façon, j'ai envie de dire, en sachant tout ça, tu rentres pas dans un journal dans l'équipe si tu es contre ce genre de procédé. Bien sûr. Donc, ça se devrait se passer quand même normalement. Non, bien sûr, ça se passe très bien, vraiment. D'accord. Mais écoute, on arrive à la fin de ce podcast. Je voudrais juste que est-ce que tu as des conseils particuliers pour des personnes qui voudraient justement faire ton métier ? Des conseils pour débuter. Comment s'y prendre exactement ? Alors c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que pour avoir accès au terrain où nous on a accès, il faut moult demandes d'accréditation, d'autorisation. Et puis en photo de sport, il faut du matériel, malheureusement. Il faut des boîtiers performants, parce qu'en face de vous avez une concurrence qui a des boîtiers performants. Il faut des téléobjectifs. Il faut un peu de matos, un peu de culot, et puis un certain regard. Moi, j'invite beaucoup les gens à faire des photos, bien sûr, à aller sur les terrains de sport, à s'entraîner sur des matchs le dimanche matin, à s'entraîner sur des sports mineurs où il ne faut pas d'accréditation, des choses comme ça. Puis après, peut-être faire des concours, les réseaux sociaux. Et puis après, il faut travailler. Alors, il ne faut pas non plus oublier un truc. C'est que photographe, c'est réellement un métier, c'est un travail. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'avec les nouveaux boîtiers, ils vont devenir photographes parce que les boîtiers, ils ont un autofocus performant, ils font tout. C'est pas vrai. Il y a des tas de photographes qui sont mauvais,
Des tas de photographes qui sont sur les terrains de sport qui sont pas bons parce qu'ils appuient pas au bon moment. Ils ont un millième de seconde de retard. Ils sont pas dans le truc. Ils connaissent pas forcément le sport. Ils sont pas dans le truc, quoi. Ils sont là parce que ils ont investi un peu. Ils ont réussi à avoir des contacts. Ils ont réussi à se faire accréditer. Mais quand on voit la production, elle est pas bonne. Ils appuient pas comme il faut. Donc ces gens-là, ben. Il faut être intéressé et par le métier de photographe et aussi par le sport. Mais l'œil de photographe, ça s'invente pas. Non. Toi, tu es photographe, toi, tu as un œil de photographe. C'est ton boulot, tu es photographe. Il y a des gens, ils sont chauffeurs de taxi, ils ont un peu d'oseille, ils ont acheté du matos. Ils pensent qu'avec l'autofocus, ils vont tout faire. Mais non. L'œil de photographe, ça s'apprend pas, ça se travaille énormément. Et puis, il y a d'excellents photographes en France, d'excellents photographes de sport en France que je côtoie avec les mecs de l'AFP, RTRAP, les différentes agences, etc. Mais il y a vraiment des photographes qu'on voit sur les terrains, mais on se dit, mais putain, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui, quoi? Qu'est-ce qu'il fout là, quoi? On se demande, on se dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est quand même curieux parce que c'est tellement difficile de rentrer dans ce métier-là. Comment ils ont réussi à avoir les accréditations? Ça, c'est un problème. Il y a des tas de gens qui ont des accréditations qui ne devraient pas avoir d'accréditation sur les terrains de sport. C'est quoi? C'est des gens qui ont du culot, suffisamment de culot du culot. Ils connaissent un tel, machin, le président de un tel, un ami de machin qui va lui filer une accrédite. Alors le mec, il fait des photos de ses potes, et il fait des selfies, il photographie, il fait tout sauf de la photo de sport. Et puis il a accès au terrain, il a accès aux joueurs, ce qui est scandaleux. Faites des photos. La photo de sport, c'est magique. Le voyage, c'est magique. Bosser pour un canard comme l'équipe, c'est fabuleux parce qu'il vous envoie dans n'importe quel endroit de la Terre, couvrir un événement, rencontrer un joueur, rencontrer un sportif. Et je dois dire que pour moi, bosser à l'équipe, ça a été une révélation, quoi. Très bien. Bah écoute, un beau message en tout cas. Ça se voit que tu es passionné, c'est très intéressant. Bah écoute, merci beaucoup Nicolas, on arrive au terme de cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si le podcast Panajou vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la page, peu importe la plateforme que vous utilisez. N'hésitez pas non plus à nous laisser un commentaire pour nous dire ce que vous pensez du podcast, de cet épisode aussi. Ah, et Nicolas, tu veux dire un truc? Panajou, exceptionnel. Très arrangeant, très pro, compétent. Moi je dis bravo à Panajou, magasin incontournable à Bordeaux. Eh bien, merci pour ce message. Encore une fois, merci Nicolas pour cet épisode et tout ton partage, c'était très intéressant. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode, à très bientôt. Salut!